Je m'appelle Alexandre Duclos, je suis anthropologue. Je travaille depuis plus de 15 ans, essentiellement sur, disons, l'écart entre des dispositifs créés et puis la façon dont les populations réagissent à ces dispositifs, créent culture, résistent même involontairement aux dispositifs créés. Alors j'ai travaillé là-dessus aussi bien dans des dispositifs d'insertion, des centres d'accueil d'urgence à plus grande échelle au Kosovo, sur les relations entre la MINUC et les oppositions qui pouvaient s'y faire. J'ai travaillé sur des lycées professionnels, j'ai travaillé aujourd'hui sur des dispositifs de santé. Et à chaque fois, le point commun, c'est de regarder l'écart qu'il y a entre un dispositif d'ingénierie sociale qui est créé et de l'autre côté, comment les gens peuvent y réagir. Voilà. Moi, je considère que mon devoir, là, mon travail, c'est d'abord d'analyser les biais culturels dans vos questions pour qu'on puisse vraiment les adresser ensuite et y répondre. Et à mon avis, le travail de démontage, de dévoilement là, des questions, ce sera déjà une bonne partie de la réponse. On pourra y répondre ensuite de manière brutale et rapide. Alors, d'abord, vous dites, on va peut-être engager une période de passage de la vie à la survie. Peut-être que c'est le contraire. Dans votre question, on comprend que vivre, c'est avoir accès à des biens de consommation en abondance. Ah bon ? Doit-on avoir une vision de la vie humaine si spécifique que, contrairement à la quasi-totalité du règne vivant, nous ne serions pas dans la survie parce que nous serions dans la consommation, et ça serait le sens de la vie. Je vais, en fait, refuser cette hypothèse-là parce que, dans le fond, ça consisterait à dire que vivre pour un être humain, c'est être un agent économique et technique performant. Je dis ça parce que c'est ce qui sous-tend votre question. Un agent économique et technique performant capable de produire, un agent économique et technique performant capable d'acquérir des richesses pour pouvoir s'acheter beaucoup de biens, et enfin un agent économique et technique performant capable de consommer, ce qui lui permettrait de vivre. Je ne suis pas sûr que de ce point de vue-là, les catastrophes à venir, le catastrophisme, tout ce qu'on décrit comme les conséquences inéluctables du réchauffement climatique, contiennent un changement radical de situation. Au contraire. Si on a intensifié notre activité d'agent économique et technique depuis, alors vous dites 70 ans, on pourrait partir des révolutions industrielles, les grandes crises écologiques que nous considérons et qui sont sous-entendues mentionnées dans votre question, vont plutôt en réalité intensifier les choses. C'est-à-dire qu'on va être de plus en plus uniquement agent économique et technique. Lorsque je planifie ma journée pour économiser mon impact environnemental, alors je suis purement un agent économique et technique d'une société mondialisée. Je suis de plus en plus ça. Tous mes gestes se déspiritualisent en quelque sorte et deviennent un geste d'efficacité technique pour que, dans la grande matrice mondiale de production de valeur, l'impact environnemental soit limité. Donc, pour le dire encore autrement, en réalité, je crois qu'on a fait exactement le contraire. On est passé de la vie à la survie dans cette ère moderne. En quel sens ? En ce sens qu'on est passé d'une existence au monde dans laquelle chacun, spirituellement ou avec de la poésie ou à travers la tradition, construisait en gros sa relation harmonieuse à l'environnement, à une situation dans laquelle chaque action sociale est une performance économique et technique en vue d'assurer au monde quoi pouvoir manger. Je ne vous parle même pas de la répartition des richesses, qui serait pourtant une vraie question. Mais moi, il me semble qu'on est plutôt déjà passé de la vie à la survie. Bon. Ensuite, alors, il faut tout déconstruire.
quand on parle de la catastrophe à venir, du réchauffement climatique, etc., il faut distinguer au moins 3 choses. Ce qui se passe matériellement. Est-ce qu'il y a du réchauffement, etc. Bon. L'impact que ça peut avoir sur les animaux, les plantes, les humains, le climat. Bon, ça, c'est une chose. Ce qui se passe matériellement. Deuxième point, et là je rassemble des éléments, comment on mesure et pour quel pouvoir? Voilà. Dans quelle expression du pouvoir on est en train de mesurer l'évolution climatique? Troisième dimension, comment c'est interprété collectivement? Bon, on revient là. Ce qui se passe. Il y a peut-être un réchauffement, effectivement. Deuxièmement, comment on le mesure et pour quel pouvoir? Là, ça devient intéressant. Quand on envisage le réchauffement climatique, non pas à travers une connaissance bricolée de l'environnement, mais à travers une connaissance scientifique, à travers un paradigme occidental contemporain de la mesure, de la science, de la climatologie, de la physique, etc., on fait du climat, et donc de la matrice de toutes les politiques possibles, une affaire d'experts. Seuls quelques-uns peuvent vous dire exactement comment le climat va évoluer dans le futur. Ce ne sont pas les prêtres qui peuvent le dire, ce ne sont pas les citoyens, ce sont quelques experts. À partir de là, vous avez une production d'expertise qui prend place dans le champ politique. Ça prend place dans un champ politique dans lequel on a progressivement la philosophie politique qui a beaucoup collaboré, les catastrophistes y ont beaucoup collaboré, qu'on pense à Jean-Pierre Dupuy, mais surtout à Hans Jonas ou à Jürgen Habermas. On a produit un discours consistant à dire la mondialisation du risque. Donc la mondialisation 1, la mondialisation produit du risque, grand 3, la mondialisation du risque, produit la nécessité d'un gouvernement mondial que des experts doivent diriger. Au nom des risques mondialisés, il faut créer une expertise politique mondiale. Bon. Alors vous voyez, c'est un certain rapport au pouvoir. Ça donne une autorité incontestable à des entités qui sont hors démocratie et qui se justifieront à travers des procédures discursives, à travers un certain travail de communication, de pédagogie, etc. Vous voyez, bon, ensuite, dernier point. Comment c'est interprété collectivement? Si on considère ce point-là, j'aurais tendance à vous dire que non seulement rien de nouveau sous le soleil, mais qu'en plus, en réalité, la population s'en fout totalement. Il n'y a pas de fin du monde. C'est pas sérieux. Je vais vous le dire autrement. On a connu des grandes périodes aux alentours du XIe siècle, ou aux alentours du XIVe et du XVe siècle, dans lesquels il y a eu des grands mouvements de rédemption, des grands mouvements artistiques aussi par ailleurs, dans lesquels on s'accusait de la fin du monde imminente. Et on interprétait tout ce qui allait se passer comme finalement des marques de la fin du monde à venir, d'une part, et d'autre part d'une culpabilité collective. Ça, c'est une véritable empreinte. Quand vous regardez la façon dont les sociétés contemporaines réagissent à l'urgence climatique, vous voyez bien qu'en réalité, on est complètement, totalement incapable de freiner la dynamique dans laquelle on se trouve. On est en train d'imaginer qu'on va contrôler le climat avec, je sais pas moi, des satellites géants ou avec en ionisant les océans. On est en train de démultiplier les capacités économiques et techniques, d'engager un rapport complètement démiurgique à l'environnement. On va prendre le contrôle de la Terre. Donc à ce moment-là, on se dit, tiens, bon, j'ai utilisé des termes de la philosophie politique, on a été trop dans l'illimitation de l'action, on a été trop dans l'illimitation de la volonté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va surenchérir là-dessus. On va mettre plus d'illimitation de l'action, plus d'illimitation de la volonté. Certaines personnes engagent des retraits, en disant ce qui est urgent, c'est pas de freiner, c'est de bien vivre. Ça, c'est une deuxième position. Les décroissants, par exemple. La question de la sobriété. Par exemple, la question de la sobriété, mais attention, pas n'importe laquelle. Linky, c'est pas nécessairement de la sobriété telle que la conçoivent les décroissants. C'est du contrôle permanent, de la production sans limite de data, le fait qu'on soit obligé de connecter entre tous les domiciles de France et qu'ensuite de ça, on fasse une gestion en temps réel de la consommation électrique de tous les domiciles de France. Vous voyez qu'on est plutôt dans la pulsion de contrôle et dans la pulsion
je ne sais pas comment dire ça, tiens, anthropomorphisation totale de l'existant, la disparition totale de tout autre. On contrôle tout. Bon. Alors je reviens à votre question. Pour que ça impacte la façon dont les gens organisent leurs amours, il faudrait encore qu'ils soient vraiment confrontés et pleins de la conviction de la fin du monde. En réalité, ils ont plutôt affaire à l'idée d'une intensification de ce qu'ils vivent déjà. Et donc je ne crois pas que ça va impacter de manière extraordinaire leur manière de faire l'amour, d'être amoureux, de ressentir de l'amour les uns pour les autres, etc. Bon. Et alors, plus récemment, tiens, j'ai deux exemples des années 60-70. Un exemple que j'ai tout simplement regardé récemment sur une petite vidéo de l'INA, où il montre comment les gens dans les années 60, en 1964, sont confrontés à l'industrialisation de la bouffe. Et le fait qu'on mange tellement de pesticides et que c'est tellement dangereux pour la santé. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est qu'en 1964, le discours est quasiment strictement le même que celui qu'on pourrait entendre aujourd'hui. Prenez un débat entre quelqu'un de la FNSEA et quelqu'un d'un mouvement de résistance qui serait plus pour des circuits courts, etc., etc. Vous avez exactement la même argumentation sur les pesticides sont peut-être nocifs, mais au moins ça permet d'avoir à manger pas cher, il y a toute une économie, on ne peut pas demander aux agriculteurs de s'adapter si vite. Enfin, et vous voyez comment, finalement, c'est pas tant le changement de la situation réelle qui impacte les discours, qu'une vraie production culturelle et qui n'a pas du tout nécessairement de conséquences. Bon, le deuxième exemple, évidemment, c'est le mouvement antinucléaire en Allemagne, dans le cadre duquel Gunther Anders a écrit Hiroshima est partout, avec cette idée que puisque l'arme nucléaire existait, la fin du monde était pour demain, il fallait changer tous nos comportements, toutes nos cultures. Dès lors que ça n'a pas pris réellement dans la culture à l'échelle de la fréquentation, à l'échelle où les gens se parlent, où ils construisent leurs relations, cette situation matérielle, qui est réelle, l'humanité peut se détruire. Voilà. Depuis à peu près 70 ans, l'humanité peut se détruire elle-même. Bah oui, mais en fait, ça donnait le titre à une série sur YouTube, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en avoir conscience pendant qu'on mène nos autres actions dans la vie sociale. Bon. Alors attendez, parce que c'est pas fini. Je suis désolé, vraiment, je suis parti comme ça. Non seulement les gens ne... Je ne crois pas en tout cas qu'en Occident, puisque votre question touchait l'Occident, soit confronté à une certitude de la fin du monde, d'une catastrophe parfaitement inéluctable et qu'on en ait pleinement conscience. Non seulement cela, mais encore, il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle amour. Et là, j'ai peur qu'une certaine conception romantique très occidentale de l'amour préside. Comme si l'amour, ça devait être d'abord un soin de soi, une fantaisie, quelque chose de gratuit, quelque chose qui ne puisse pas être mis en relation avec l'expérience du risque de la fin du monde. Alors qu'au contraire, on pourrait imaginer que la fin du monde venant, l'amour s'intensifie, je ne sais pas moi, ou alors que ça doive s'inscrire dans un projet de vie et que la perspective de la fin annule ce projet de vie. Bon, c'est une vision de l'amour qui correspond beaucoup à des séries télé. Moi, il me semble que, au contraire, ce à quoi on assiste, c'est plutôt à un co-développement, on pourrait dire, de la mondialisation, des échanges, des techniques, des individus, et des pratiques amoureuses. Je veux dire, avec la diffusion permise grâce à la connexion des domiciles en France, en Occident, dans le monde, on a obtenu une normalisation extraordinaire des pratiques de masturbation et de consommation de pornographie,
qui découle dans une normalisation extraordinaire des pratiques sexuelles qui suivent et qui en quelque sorte sont négociées à travers les consommations de pornographie. Alors vous pouvez regarder les statistiques sur Pornhub, il y a des légères différences de pays en pays sur tel pays aimera plus les beurrettes, tel pays aimera plus le hentai, tel pays aimera plus... Mais enfin, en gros, tout le monde consomme des contenus pornographiques sur les mêmes plateformes, devant les mêmes objets, de la même manière, à peu près le même temps par semaine. De la même manière, toutes les applications de rencontres, enfin, vous voyez, ça produit plutôt de la normalisation. Les mêmes technologies, les mêmes pratiques qui amènent à la fin du monde, amènent en même temps qu'elles les pratiques. C'est-à-dire que si vous avez des pratiques qui amènent la fin du monde, ben, les pratiques amoureuses seront comprises là-dedans. Elles ne se feront pas en réaction, elles se feront avec le mouvement social général. Je vais vous avouer mon impuissance totale, comme moi j'ai fait des études d'anthropologie, de philo, de Sciences Po, mais alors par contre, aucune idée de savoir s'il y a une réalité biologique ou purement neurologique de l'amour. Et je serais complètement incapable de vous répondre, même accompagné d'un biologiste, pour la raison suivante, je ne saurais pas quoi étudier avec lui. C'est-à-dire que je me rends bien compte que par amour, dans la culture française, on désigne un certain nombre de choses, mais que dans d'autres cultures, on va désigner d'autres choses. Et donc, pour ne pas partir d'une situation complètement ethnocentrée, je ne saurais pas comment faire. Bon. Alors, on peut imaginer comme ça au moins 3 grands domaines qui seraient la reproduction sexuelle, bon, les pratiques sexuelles qu'on mettrait ensemble, le sexe, quoi. Le sexe. Ensuite, ce qu'on va décrire comme le sentiment amoureux, c'est-à-dire l'espèce de lien très fort qui va unir, mêlé de joie et puis d'angoisse et puis de tas de choses passionnantes, 2 êtres. On pourrait le décrire psychanalytiquement comme la souffrance et le plaisir liés à l'absence de l'autre, et même quand il est là, il n'est pas assez là parce qu'on veut être dans une espèce de fusion. Donc voilà. Réalité sexuelle, réalité amoureuse, que je distinguerais d'une 3e partie qui serait l'amour, tout simplement, et qu'on pourrait décrire comme la joie au contact du semblable, comme une fonction symbolique élémentaire. La joie qu'on rencontre avec le semblable dans le sentiment d'appartenance, dans le fait de créer ensemble du symbolique, dans le fait de s'appartenir. Donc ce qu'on va lier à l'appartenance. Donc, d'un côté le sexe, d'un autre côté le sentiment amoureux, et puis enfin l'amour beaucoup plus indéterminé comme ça. Bon. Ensuite, effectivement, culturellement, les choses vont être complètement nourries. Est-ce que le sexe doit être lié à une prestation, à un échange, ou à un sentiment d'appartenance, ou à un rituel ? Est-ce que l'amour doit être une passion dévorante, ou au contraire, ça serait complètement ridicule, ça doit être quelque chose de beaucoup plus ludique, ou au contraire, quelque chose de beaucoup plus matiné de respect? Est-ce que ça va se formuler plutôt dans des métaphores de dévoration? Je vais te manger, je vais te mettre dans moi, etc. Ou est-ce que ça va plutôt être au contraire des formes de sublimation, d'esthétisation extrême? Donc même la manière dont on parle d'amour va changer de pays en pays. Comment la norme va venir ici structurer les choses? Est-ce qu'on a le droit d'être amoureux de son cousin? Est-ce qu'on a le droit d'être amoureux de son enfant? Est-ce qu'on a le droit d'être amoureux de la personne de la tribu d'en face? Enfin, etc., etc. Donc il y a déjà beaucoup de normes qui va dans le sexe aussi. Hein. Et puis la dernière part, de la même manière, vous voyez bien que le sentiment d'appartenance et l'amour qu'on doit avoir pour son pays, pour sa région, pour sa ville, pour son quartier, pour son équipe de rugby, j'en sais rien, pour même nous, à l'intérieur de chacune de nos vies, on a des rapports d'amour, d'appartenance différents selon les groupes dans lesquels on est. Donc, trouver un invariant dans l'amour, moi j'en serais complètement incapable. Voilà, c'est pas quelque chose que je peux faire. Certaines formes d'amour peuvent revendiquer pour elles-mêmes l'universalité. Ça, par exemple, là aussi, c'est très chrétien. La figure de l'amour libre de Jésus, qui serait un amour parfaitement désintéressé, etc. C'est en quelque sorte, dans le registre chrétien, une forme qui devrait être universelle,
en un sens. Ça, pour moi, ça ne veut pas dire du tout qu'elle l'est. Ça ne veut pas du tout dire qu'elle l'est. Ça veut dire qu'on peut prétendre à ce que sa forme d'amour soit la seule concevable. Bon, mais moi, je ne sais pas aller plus loin en tant qu'anthropologue. Vous me faisiez une citation de Schopenhauer, j'en ai une de Marc Aurèle qui me vient à l'esprit, qui décrit... il dit voilà, rappelle-toi bien, pour ne pas souffrir des choses de l'amour, hein, rappelle-toi bien que le sexe, ce n'est jamais que le frottement de deux chairs avec éjaculation dans un spasme d'un liquide blanc et visqueux. Oui, tout à fait. Là, vous voyez bien, c'est un exercice pour se positionner, pour ne pas trop souffrir d'une pulsion sexuelle ou d'une pulsion amoureuse. Il n'en demeure pas moins, par exemple, que le sexe à Rome était très très marqué culturellement, avec une valeur par exemple de l'oralité et de la bouche, et du sexe dans la bouche, etc., et des interdits liés à ça qui étaient très forts, parce que ce qui était le plus important chez les patriciens et leurs femmes, c'était l'accès à l'oralité, la capacité à parler en public, et donc avec une vraie sacralisation de la bouche. Donc voilà, moi je peux tout à fait essayer d'envisager avec vous quel amour on va développer dans notre société aujourd'hui, à quelle forme de solidarité ça correspond, à quelle forme de violence ça correspond, mais pas, par exemple, la dénaturation d'un amour qui serait une donnée universelle par une situation qui serait unique, c'est-à-dire les catastrophes liées à la mondialisation. Parce que la situation vécue comme la mondialisation catastrophique est différente de pays en pays, de milieu en milieu, c'est une donnée culturelle, parce que l'amour est une donnée culturelle, et bref, parce qu'on peut simplement en voir des occurrences. Voilà. Il est planifié, on a des belles courbes pour nous dire exactement où on va, et comment maîtriser. Oui, et on fait des accords internationaux pour savoir quelles actions nous allons faire pour atteindre quels objectifs précis en termes de maîtrise du climat. Bien sûr qu'on ne les atteindra pas, mais on le fait, c'est une pratique qui est devenue normale. Et on pense que c'est un moindre mal chez les écolos les plus radicaux, mais on pense, même chez eux, qu'on pourrait faire de meilleurs accords, avec une vraie planification totale, une vraie planification écologique. Donc on est au contraire, dans la... Je vais vous dire les choses autrement, la vraie catastrophe, c'est qu'on est sûr de ce qui va se passer. Et donc on a perdu toute altérité. La vraie catastrophe, c'est qu'on n'est plus, par exemple, dans un ordre défini par le divin, ou par des règles de la nature, on est dans un ordre qui dépend de l'action humaine, totalement. Et donc on se place en situation de croire que seule une rationalisation et une maîtrise totale de l'action humaine permettra d'assurer un avenir souhaitable. D'accord ? C'est pas le fait d'aller prier Dionysos, de se purger en mangeant que des graines. Ah oui, les orphiques aussi y croyaient, enfin peu importe. Mais c'est pas en faisant des prières suite à la peste noire, en pensant qu'il faut se purifier, etc. Donc c'est pas en comptant sur Dieu, ou les dieux. C'est pas non plus la certitude de vivre dans un univers régulier que la science, la physique et la chimie pourraient décrire dans sa régularité. C'est maintenant une foi dans la capacité d'une action humaine unifiée à se maîtriser totalement. Et donc, en fait, je vais vous dire les choses telles que je les pense. Pour moi, c'est ça qui est très très triste peut-être, et qui va matiner les façons dont les gens peuvent tomber amoureux, c'est que la seule issue, c'est de renforcer le mal. Nous avons péché par un excès d'action humaine. La seule chose en laquelle nous croyons pour l'avenir, c'est de renforcer encore cette action humaine. Cette emprise humaine sur l'existant et sur elle-même. Et ça fait peur. Je m'explique. D'abord, ça fait disparaître toute altérité. Deuxièmement, ça engage des problématiques terribles. À savoir, comment fait-on pour unifier la décision politique et l'action à l'échelle mondiale? Il faut créer un gouvernement mondial. Créer un gouvernement mondial, ça veut dire extraire la production de décisions politiques des lieux de fréquentation. Ça veut dire en grande partie une abolition de la démocratie. Bon, ça fait peur. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de gérer des risques mondiaux, il faut que la décision soit avant tout technique.
Là encore, on va se retrouver comme colonisé. C'est-à-dire, on va confondre tous les problèmes politiques et on va les prendre pour des problèmes, avec des problèmes techniques. On va traiter le politique comme du technique. Ça aussi, ça fait peur. Mais je reviens à cette espèce d'impasse. L'idée est la suivante. En gros, on a le choix entre le mal et le pire. Soit on continue comme on fait maintenant et la destruction est sûre, soit on renforce encore notre capacité de maîtrise du monde et de nous-mêmes, et c'est la seule voie de sortie. Alors là, effectivement, il n'y a plus de nature, il n'y a plus de divinité, il n'y a plus de mythologie possible, il n'y a plus d'interprétation du monde, poétique, etc. On doit rentrer dans la raison technique mondiale. Bon. Ça, effectivement, pour des individus, pour des sujets, ça n'est pas très inspirant pour les relations amoureuses. Et pour le dire crûment, mais c'est une interprétation de ma part, ça n'a pas d'autre valeur, c'est juste une petite interprétation. Plus vous êtes un agent économique et technique de la mondialisation, plus dans le fond vous allez être amené à concevoir vos relations amoureuses et sexuelles comme finalement des relations entre agents économiques et techniques. Et par conséquent, non pas entre des sujets capables de sublimation dans l'amour, mais simplement comme des agents qui vont de temps en temps se vidanger pour être de meilleurs agents économiques. Encore une fois, je suis victime du paradigme dans lequel je suis. Je suis un anthropologue en France, et contrairement à ce qui va se passer en Amérique du Nord ou en Grande-Bretagne, la formation en anthropologie en France n'est pas une formation, disons, à l'histoire de l'espèce humaine, et donc on fait surtout de l'anthropologie du présent. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'amour courtois. Néanmoins, il faut en dire quelques petites choses, parce que dans le bas Moyen-Âge et la Renaissance, il se passe quelque chose qu'on a tendance à méconnaître dans les représentations qu'on s'en fait. D'abord, dans les chants des troubadours, qui sont essentiellement écrits en occitan, mais enfin peu importe, dans les chants des troubadours, on a beaucoup de poèmes écrits par des femmes. Bon. Et on a beaucoup de poèmes écrits par des hommes homosexuels. Par ailleurs, on a gardé de cette poésie que les éléments les plus minoritaires en un sens et les plus éthérés. En gros, des adresses d'hommes à des femmes, leur disant leur amour infini et comment ils respectaient leur dame, ce qu'ils ne disent pas. C'est qu'en fait, l'essentiel des chants et des poèmes racontait comment les femmes pétaient au lit, très très fort, faisaient des bulles, je sais pas, mais enfin, c'est une poésie extrêmement grivoise, extrêmement libre. Quand vous parlez des poètes de la Pléiade, bon ça c'est après, mais enfin on oublie quand même de raconter qu'ils écrivaient des chansons sur la chaude-pisse, et puis il y a encore des chorales de grand-mère qui les chantent sans faire même le lien avec la... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça traduit un moment très étonnant de liberté dans les relations courtoises, dans les relations amoureuses, dans les relations sexuelles, de liberté dans l'accès à la parole, des femmes de la noblesse ou de la haute bourgeoisie, mais enfin néanmoins, celles qui avaient accès aux lettres pouvaient s'exprimer. D'un certain niveau de grivoiserie que l'âge classique a complètement détruit. Voilà. On a tendance vous savez, à se représenter le Moyen-Âge comme un moment où les femmes portaient des ceintures de chasse de thé. Que nenni, c'est une invention de la Renaissance tardive, ça. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un très très bon exemple, ça. Comme aujourd'hui, on a tendance à penser à travers des grilles encore positivistes, on imagine qu'il y a eu un progrès dans l'amour ou dans la condition de la femme presque linéaire, que l'histoire humaine est une histoire de l'émancipation. Pas du tout, ça a été une histoire chaotique. Et par exemple, la situation de la femme a été bien meilleure au bas Moyen-Âge que ce qu'elle est devenue pendant la Renaissance et à l'âge classique. Il y a eu d'autres tournants comme ça au XIVe siècle lorsqu'on a interdit les bains, et les bains mixtes. Là encore, l'Église a interdit les bains parce qu'il y avait des relations sexuelles dans les bords d'eau, les bordels quoi, là on prenait les bains. Et il s'en est suivi ensuite il y a eu les manuels de confession, enfin il y a eu toute une répression de la condition féminine à ce moment-là, qu'on a complètement tendance à oublier. Donc attendez, l'amour courtois, c'est le témoignage de deux choses. D'une situation particulière et de sa négation dans la mémoire collective.
Donc oui, effectivement, l'amour courtois, c'est un moment très particulier et qui, si on regarde de l'extérieur, nous dit à la fois comment est-ce que l'amour est changeant et comment c'est un objet politique important. Je vous donne un autre exemple de manière dont on masque comme ça la situation de l'amour dans les sociétés. Et là, je vous renvoie à un ouvrage qui s'appelle 39-45 années érotiques. En fait, par exemple, on vous dit le baby-boom. C'est bien le baby-boom. C'est joyeux le baby-boom dans l'imaginaire collectif. Avec le mot. Rien que le mot boom. Voilà. On pense presque baby bloom à une floraison, je ne sais pas moi, quelque chose de très très positif. En réalité, on a une répression qui avait commencé sous Vichy, des femmes qui est extrêmement forte, où par rapport aux années d'entre-deux-guerres, elles vont perdre toutes les libéralités, toutes les libertés qu'elles avaient pu acquérir auparavant. Bon, elles gagnent le droit de vote néanmoins au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a une véritable répression. Les femmes qu'on a tondues au moment de la libération sont en quelque sorte la mousse apparente. Mais en réalité, on a véritable remise au pas des femmes qui reviennent à la maison, qui doivent se resoumettre aux hommes, notamment en France. On se venge des femmes qu'on soupçonne d'avoir fait l'amour avec les Anglais, d'avoir fait l'amour avec les Allemands, d'avoir trahi, quoi. Et donc le baby-boom, c'est beaucoup, si vous voulez, la conséquence du fait qu'on a remis les femmes à la maison dans leur fonction maternelle. C'est pas du tout un moment d'émancipation des femmes. Ça reprendra 25 ans plus tard, ça. Avec la dépénalisation de l'adultère, avec la dépénalisation de l'avortement, le mouvement va reprendre sous Giscard. Mais au sortir de la guerre, on se venge des femmes. Simplement, ce que je veux mettre sous vos yeux comme ça dans la discussion, c'est que non seulement les conceptions de l'amour sont changeantes, la façon dont on norme l'amour, dont on organise aussi bien le sexe, l'appartenance et le sentiment amoureux, mais encore, a posteriori, ça devient un enjeu politique important. Et donc, le pouvoir engage ces questions-là au présent et au passé, dans la gestion du passé, dans la gestion de la mémoire collective. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce qu'à vrai dire, je ne sais pas. J'ai jamais interviewé de personne qui m'ait fait ce témoignage-là. Si je devais me poser la question, rédiger un questionnaire à ce sujet-là, intuitivement, effectivement, je partirais vers d'abord les difficultés qu'on a pour devenir parent. Deuxièmement, l'impact que ça a sur les carrières professionnelles, sur la vie sociale. Et puis ensuite, la baisse des obligations. Est-ce qu'il devient obligatoire d'avoir un enfant pour perpétuer la famille, pour léguer son capital, ou est-ce que ça devient quelque chose de très secondaire finalement dans les obligations familiales? Donc je commencerai par voir comment est-ce que l'invitation à avoir des enfants sociales a diminué. Je commencerai par vraiment les choses les plus objectives, les plus simples. Pourquoi est-ce qu'un individu serait amené, en dehors de sa décision d'abord, à ne pas désirer avoir un enfant? Je regarderai les statistiques ensuite des taux de natalité dans les différents pays européens et j'essaierai de les corréler. Ensuite, si on doit rentrer dans des représentations plus personnelles par rapport à la peur de l'avenir, je commencerai par considérer d'abord une réalité statistique qui serait: est-ce qu'il y a une corrélation entre les évolutions économiques dans tel ou tel pays et la perspective d'avoir des enfants moins prospères, moins riches, moins heureux que soi, et la baisse du taux de natalité. Bon, il faudrait voir ça. Et puis, en fin de compte, j'en arriverai aux revendications, aux gens qui revendiquent ou qui s'organisent pour revendiquer le droit à ne pas avoir d'enfant, le droit à ne pas désirer d'enfant. Ça existe, effectivement, j'en ai entendu parler, mais je ne les ai pas interviewés. Et là encore, j'essaierai de faire des corrélations. J'avais entendu, par exemple, qu'il y avait une véritable corrélation entre la pratique du véganisme et le nombre d'enfants. Peut-être qu'effectivement, on pourrait corréler à cet endroit-là un certain rapport au monde
un certain souci de contrôle de son impact sur l'environnement, un certain soin de soi et souci de soi. Oui, vraiment un paradigme du contrôle. Et puis le contrôle des naissances ou le fait de ne pas avoir d'enfants. Voilà, donc en fait, je pense que je n'ai pas fait les choses dans l'ordre. Commencer par regarder l'injonction sociale, comment les gens sont invités à avoir des enfants ou pas, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent matériellement, quelle corrélation je peux faire avec l'économie, les représentations revendiquées, et ensuite les corrélations avec des revendications non corrélées au fait d'avoir des enfants. Voilà, dans l'ordre, le spectre des questions que je me poserai. On a aujourd'hui tout à fait les moyens de corréler par exemple un taux de divorce avec tel ou tel événement. Mais moi je pense que cette corrélation elle est connue depuis la nuit des temps. On en trouve trace dans des mythologies. Dérèglement des pratiques sexuelles et amoureuses dû à un événement important, à un changement des règles. Je ne sais pas, tiens, lisez les Bacchantes. Dans cette pièce, on a Dionysos qui arrive masqué dans une... Donc c'est un dieu étranger, hein, c'est même l'objet d'un monothéisme étranger qui arrive à Thèbes, je crois. Et on ne l'accepte pas, on le refuse. Et la réaction, c'est une frénésie sexuelle des femmes partout, qui foncent dans la nature, qui dépêchent les animaux à main nue, qui s'accouplent, qui dansent, c'est terrible, quoi. Donc ce livre a des bacchanales. Tiens, est-ce que vous avez une interprétation plus moderne, plus rigolote? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu La Belle Hélène d'Offenbach. Eh bien, comme Paris n'a pas le droit de vivre sa vie amoureuse avec Hélène, que pourtant Aphrodite lui avait promis, la déesse se venge. Et alors, les hommes quittent leurs femmes, les femmes quittent leurs maris, et tout le monde copule avec tout le monde, et c'est absolument terrible, parce que l'ordre social s'effondre de ce fait. Mais des idées comme ça, que la frénésie sexuelle peut mettre en bouleversement la société ou l'inverse, c'est des choses qu'on trouve dans de très nombreux mythes. Moi, j'ai aucun doute sur la corrélation des situations sociales et des pratiques amoureuses, des pratiques de couple et des pratiques sexuelles. Simplement, il ne faudrait pas se tromper dans l'ordre des choses. C'est pas l'idée de la crise, de la catastrophe humaine, etc., qui va immédiatement impacter la façon dont les gens pensent l'amour. C'est les conditions matérielles, c'est la façon dont le mariage va devoir être réorganisé, c'est le fait que, je ne sais pas moi par exemple, les hommes vont disparaître à la guerre ou parce qu'on les envoie beaucoup sur les bateaux loin parce que c'est la misère à ce moment-là, donc les Basques vont aller pêcher la morue, on va changer les pratiques de mariage parce que les hommes seront moins là. C'est plutôt la façon dont la vie en commun est modifiée qui va à ce moment-là impacter les relations amoureuses, je pense. Beaucoup plus que l'idée que soit la frénésie sexuelle bouleverse la société, ce qui est une espèce de fantasme qui justifie le contrôle, soit, deuxième hypothèse, l'idée que la crise telle qu'a posteriori on se la représente a impacté la vie amoureuse des individus. Il n'y a pas d'effondrement civilisationnel aujourd'hui. Les civilisations s'effondrent, on sait que des civilisations se sont effondrées. La nôtre n'est pas du tout en train de s'effondrer avec le réchauffement climatique. Un, elle le produit. Deux, elle se renforce en l'accompagnant. Et elle renforce tous ses travers pour l'accompagner. Elle est de plus en plus dans la négation du monde. Elle a mis sur le trône une humanité technique et une rationalité technique. Bon. On est plutôt là-dedans. Alors, est-ce que ça va s'accompagner, est-ce que
le dérèglement climatique va s'accompagner de violences, d'émeutes, d'effondrements. J'ai aucun doute là-dessus, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, mais à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement que la façon dont on organise les inégalités provoque des conflits, que la façon dont on organise les inégalités impactera la répartition des biens, la souffrance. Bah oui, il n'y a pas besoin d'être dans une dystopie. Il y a des gens qui souffrent de famine aujourd'hui, qui souffrent de misère extrême, pour que nous puissions consommer ce que nous voulons consommer. Pour qu'il y ait des régulateurs de batterie dans vos appareils, il faut que des enfants meurent dans des mines en République démocratique du Congo. Donc, comment vous dire? En fait, la seule chose que je puis vous dire, c'est que plus on va contrôler la totalité de l'existant, plus effectivement, toutes les morts, toutes les souffrances, toutes les misères qui seront à constater seront à rapporter à cet effort de contrôle, de maîtrise, de mise en maîtrise et en prévisibilité du monde. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais moi, je me méfie énormément de cette façon de se représenter les choses, parce que, en fait, aujourd'hui, c'est essentiellement utilisé comme une justification de la construction de remparts autour de la citadelle Europe. L'idée est la suivante, et regardez comme c'est formidable, comment on se déresponsabilise. Puisque, première déresponsabilisation, la catastrophe est inéluctable. Puisque l'inéluctable catastrophe va créer des guerres civiles, des famines, etc., ce qui est inéluctable, deuxième. Puisque ces famines, etc., toujours, c'est pas nous, hein, c'est la mondialisation, puis c'est le réchauffement climatique, ça c'est pas nous, va créer des famines, ça va faire des grands exils et l'Afrique va venir en France. Si l'Afrique vient en France, alors il faut absolument créer des murs. Il faut des programmes européens officiels où on finance un tyran, M. Erdogan, pour qu'il garde plusieurs millions de réfugiés chez lui. Si vous voulez, ça permet de dire cela au lieu de dire « Tiens, il y a beaucoup de migrants qui viennent de Libye parce qu'on y a déclenché une guerre. » Et qu'on l'a accompagné, et qu'on a renforcé, etc. Je ne sais pas s'il fallait aimer Kadhafi ou pas. Le fait est qu'on a fait une intervention catastrophique là-bas. Tiens, il y a plein de Syriens. Ah, bah alors ça, c'est marrant, c'est parce qu'on a fait une guerre aussi là-bas. Ah, il y a plein d'Afghans, des Irakiens. Ah bah, tiens, c'est rigolo, c'est aussi parce qu'on a fait une guerre là-bas. Et les situations au Soudan, c'est un peu plus complexe, mais ça serait aussi intéressant de voir les interventions des différents acteurs internationaux, comme les Chinois ou les Américains, ou nous-mêmes d'ailleurs, dans la sous-région. Or donc, pour moi, vous voyez, c'est très simple. On est en train de réinventer un principe de nécessité externe au nom duquel on peut agir avec autorité et de manière incontestable. Voilà. L'essentiel de la menace est là. C'est de dire, regardez, il sait créer quelque chose, voilà, c'est une puissance externe, inarrêtable, et ceux qui savent la lire ont une autorité incontestable. Oubliant de dire, tout ça, c'est de l'action humaine. Toute la crise inhérente à la mondialisation, c'est de l'action humaine. Voilà. Et l'idée de dire qu'elle est inarrêtable et que c'est un tsunami, c'est une fable à vocation politique, à inscrire dans le cadre d'une domination de certains groupes humains sur d'autres, et notamment des compétences sur les autres, enfin de ceux qui se prétendent dépositaires d'une compétence exclusive. Voilà. Donc, qu'il y ait un effondrement civilisationnel, c'est possible, mais pas là. Je ne suis pas un spécialiste de la vie des couples, mais s'il me fallait leur donner des conseils, d'abord je leur proposerais de se regarder eux-mêmes. À mon avis, la plupart vont avoir une réaction qui leur permette de vivre au quotidien sans trop souffrir psychiquement. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter des couches qui sont bonnes pour l'environnement, mais celles qui rentrent dans leur prix, par exemple. Et puis, pour que ce soit plus facile, ils vont prendre des couches bio, recyclables, machin, livrées à domicile, commandées sur Internet.
Donc en restant complètement dans plusieurs macrosystèmes techniques qui se coordonnent pour leur apporter un truc qui leur donne bonne conscience. Mais la bonne conscience justifiée par exemple par le fait de ne pas polluer leur enfant. Ils vont d'abord commencer à penser à leur enfant qui sera là. Ensuite, ils peuvent avoir plusieurs postures. Première posture qui va consister à être dans la bonne gestion, c'est-à-dire freiner la catastrophe, faire ce genre d'action-là. Ils peuvent chercher à bien vivre, acheter des bons produits pour eux, etc., etc. Et puis ils peuvent prendre conscience, adresser vraiment la crise anthropologique qu'on est en train de rencontrer, c'est-à-dire que nous sommes devenus incapables finalement de répondre sans intensifier. Parce que faire venir des couches par Amazon, etc., c'est pas du tout... Donc moi ce que je vais vous dire, c'est que tout simplement, les êtres humains, c'est ça qui est formidable, sont complètement déterminés par des causes extérieures et sociales, mais ont beaucoup d'imagination pour se sortir de ces pas-là. Donc ils vont se construire un imaginaire dans lequel il est agréable de vivre. Une fois l'enfant là, mais je ne sais pas si vous avez des enfants, moi j'ai une fille de 4 mois, quand je m'occupe d'elle, quand sa maman s'occupe d'elle, quand on lui fait à manger, etc., etc., on y pense, mais 2 minutes. Les urgences sont pas là, c'est sa construction en tant que personne, c'est ses cris, ses joies, ses sourires, les couches bio. Ah oui, on y a pensé, on a des super couches, à peu près ça va, mais c'est pour elle, c'est pour ça que je disais ça. On est touché par les imaginaires collectifs, mais on a tout à fait les ressources pour avoir une vie heureuse en dehors de ça. Voilà.